Montréal, aujourd'hui, c'est non seulement la ville, mais c'est également la région qui l'entoure. Ces véritables limites sont marquées par un rayon qui va depuis le centre jusqu'à 35 000 à la ronde. À l'intérieur de ces limites vivent près de 3 millions de personnes. Les hommes se regroupent dans les villes depuis belle lurette. Il y a toute la différence du monde, cependant, entre la ville médiévale qui se consacrait ou au commerce, ou au culte, ou à l'industrie, à l'intérieur de murailles fortifiées, et la ville moderne où se pratiquent simultanément les activités les plus diverses et qui a atteint, depuis le début du siècle, des dimensions jamais vues dans l'histoire. Ainsi, New York compte maintenant quelques 15 millions d'habitants, et les villes s'étendent sur des espaces considérables. Les banlieues se raccrochent les unes aux autres pour ne plus faire qu'un avec la métropole. Le phénomène se reproduit au Canada comme ailleurs. La très grande majorité des Canadiens sont aujourd'hui des urbains. Une quarantaine de villes dans le monde et une douzaine seulement en Amérique du Nord sont aussi peuplées que Montréal. En 1981, la métropole du Canada comptera plus de 4 millions d'habitants. En l'an 2000, 7 millions de personnes vivront dans la région montréalaise. En somme, disciplée. La géographie et l'histoire ont contribué à donner à Montréal son visage particulier. Mais le développement anarchique de la ville menace de la défigurer à jamais. Ainsi, le seul appât du gain règle l'aménagement du territoire non encore urbanisé. Les spéculateurs ont la main mise sur une superficie 3 fois plus grande que le territoire déjà englobé par la ville. Le jeu de la spéculation fait monter de façon artificielle le prix des terrains. Et les Montréalais, demain, en souffriront. Mais d'ores et déjà, la spéculation a une conséquence néfaste. Les citoyens en quête d'une résidence et les entreprises qui cherchent où s'installer se dispersent un peu partout au gré des caprices des spéculateurs. La ville s'émiette et le coût des services publics s'en trouve haussé d'autant. Montréal n'en finit plus de s'étendre. La population croît, mais l'espace consacré à l'habitat augmente encore plus rapidement. Chaque citoyen en banlieue va mobiliser plus d'espace qu'il ne le ferait en ville. Les clients des diverses maisons de commerce auront à leur disposition des terrains de stationnement plus étendus et les parcs s'étendront sur de vastes espaces. Mais tout ça se fait de façon plus ou moins improvisée. Et souvent, commerce, industrie et habitat se conjuguent dans la plus grande incohérence. À mesure qu'elle grandit, la ville pose des problèmes qui semblent de plus en plus insolubles. On a tenté dans certains pays d'en limiter la croissance. En Angleterre, en 1938, une loi est promulguée dans le but de freiner l'expansion de Londres. L'objectif visé, assurer la permanence d'une ceinture verte autour de la métropole. Mais cette barrière a cédé depuis longtemps sous la poussée des populations. En France, en 1961, le gouvernement arrêta une politique de décentralisation pour sauver Paris de la congestion. Pourtant, la population parisienne, qui est aujourd'hui de 9 millions, sera de 14 millions en l'an 2000. Les exemples de Londres et de Paris montrent bien qu'il n'est pas facile de freiner la croissance d'une ville. La même leçon se dégage des expériences tentées dans les pays socialistes. Plutôt que d'essayer de limiter l'expansion de Montréal, il vaut mieux tenter de planifier son développement. En l'an 2000, les 7 millions d'habitants de la région montréalaise auront un revenu plus élevé que maintenant. Ils rêveront d'une maison unifamiliale. Ils voudront posséder un chalet à la campagne ou une seconde automobile. Ils dépenseront davantage pour leurs loisirs. L'automatisation aura transformé grandement le secteur industriel. La main-d'œuvre sera mieux formée. Elle s'orientera du côté des services. Chacun pourra consacrer plus de temps à ses loisirs. En l'an 2000, il y aura un véhicule automobile pour 2 personnes et en fin de semaine, un peu plus de 3 millions de voitures voudront utiliser les ponts qui relient Montréal à la région environnante. Les Montréalais auront soif d'une bouffée d'air frais. Plusieurs cours d'eau sillonnent cette région. Le Saint-Laurent, l'Outaouais, le Richelieu, la rivière des Mille-Îles, la rivière des Prairies. On y trouve également plusieurs lacs. Mais souvent, les trésors culturels sont ignorés. Rivières et montagnes ne sont pas mises en valeur. Et pourtant, il faut aménager pour l'homme une région qu'il puisse aimer, un monde qui lui ressemble, auquel il puisse s'identifier. Chacun rêve d'un univers où il pourrait vivre confortablement et trouver à portée de la main aide et secours de toutes sortes. Un univers où il se sent non seulement protégé contre les catastrophes, mais où il peut s'épanouir physiquement et intellectuellement. Ce rêve exprime des objectifs qui s'intègrent tout naturellement dans un plan d'aménagement régional.
Un plan d'aménagement régional voudra faire que les déplacements à l'intérieur de la région soient faciles, rapides. Il voudra tenir compte du fait que les citoyens ne sont pas de même culture, de même langue, de même religion et n'appartiennent pas au même groupe ethnique. L'idéal du plan, à notre avis, serait que chacun perçoive la ville comme un tout cohérent, harmonieux. Foyers et carrefours permettraient de réunir capitaux et équipements, clients et vendeurs, ruraux et citadins, gouvernants et gouvernés. Chacun pourrait se sentir partie non seulement d'un quartier ou d'une municipalité, mais d'une région. Et comme dans le passé, la montagne et le fleuve ont donné à Montréal son visage particulier. Dans l'avenir, le plan se propose d'utiliser à plein le site unique de la métropole. Vues du haut des airs, les villes affectent des formes particulières. Les unes sont concentrées, les autres ont quelque chose d'une étoile, d'autres encore apparaissent comme une sorte de galaxie. Le Montréal de l'an 2000, avec son centre très développé, aurait quelque chose du type concentré. Deux axes évoqueraient la forme d'une étoile, l'axe de développement économique, le long du fleuve, et l'axe de la croissance démographique, perpendiculaire au premier, car la population aura tendance à se diriger vers le nord. Et la galaxie, c'est le centre de la région autour duquel gravitent des cellules urbaines. Le véritable moteur de la région sera le noyau, soit la ville de Montréal et une dizaine de municipalités situées autour du Mont-Royal. Le Saint-Laurent et les activités du port et la voie maritime joueront également un grand rôle dans l'avenir. Le fleuve demeurera cependant un obstacle très coûteux à franchir. Les Montréalais voudront se récréer à l'extérieur de la ville et les liens qui seront établis entre la ville et les zones récréatives devraient contribuer à façonner le visage de la région. Le site, les richesses naturelles, les richesses touristiques, de même que les voies de communication qui permettront de trafiquer avec le reste du continent, Québec, l'Ontario, les États-Unis, voilà sur quoi s'établit la croissance de Montréal. Une croissance qui ne peut s'effectuer de façon cohérente que dans le cadre d'un plan d'aménagement de la région. Un plan que seuls les pouvoirs publics peuvent mettre en œuvre. Voirie, transports en commun, parcs, équipements collectifs, écoles, hôpitaux, aqueducs, gaz, électricité, tout cela relève des gouvernements. On sait qu'un lien étroit existe entre la croissance industrielle et l'essor d'une ville, d'où l'implantation de parcs industriels par les municipalités dans le but d'attirer des usines. Mais séduire les industriels ne suffit pas. Il faut que l'usine, l'habitat et les services collectifs s'intègrent dans un ensemble harmonieux. Plus encore, il faut tenter de prévoir dans quel sens ira le développement économique et le type d'emploi qu'il exigera. Le secteur primaire de l'économie, l'agriculture, les mines, est peu développé dans la région de Montréal. L'industrie de transformation, c'est-à-dire le secteur secondaire, fournit un nombre important d'emplois. De même, le secteur tertiaire, soit le commerce et les services. Or, l'importance du troisième secteur s'accroît constamment. Maisons d'enseignement et institutions financières se multiplient. Les effectifs des professions libérales augmentent rapidement. En 1981, le secteur tertiaire emploiera les 2/3 de la main-d'œuvre de la région montréalaise. Il faudrait donc songer non seulement à promouvoir l'industrie, mais tenter de prévoir également où devraient se trouver les principaux points de regroupement d'emplois du secteur tertiaire. Nous connaissons les objectifs visés. Nous savons de quels outils nous disposons pour les atteindre. Une première tâche consiste à isoler sur la carte les terrains qui ont une valeur certaine pour l'agriculture, les terrains qui serviraient à la récréation et également ceux qui semblent inaptes à l'urbanisation à cause de leur sol ou de leur situation. L'économie de la ville devrait continuer de se développer le long du fleuve, où se trouve déjà le port et nombre d'usines dépendant du transport fluvial ou grandes consommatrices d'eau. Le développement se poursuivra ici d'est en ouest, depuis Valleyfield jusqu'à Sorel-Tracy. Quant à la population, elle devrait surtout se regrouper dans un axe perpendiculaire à l'axe de croissance économique qui longe le fleuve. Elle se dirigerait vers le nord-ouest qui ouvre sur les Laurentides. Peut-être faudrait-il limiter la croissance de la population sur la rive sud en raison du coût des travaux nécessaires pour franchir le fleuve. Le seul pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine a coûté 100 millions de dollars. Sans compter que le territoire de la rive sud peut avantageusement servir à l'agriculture. Cette activité économique y serait rentable, même si des cellules urbaines doivent se constituer de ce côté également.
Présentement, la force d'attraction de ce noyau est trop forte par rapport à celle des villes environnantes qui se vident tous les jours d'une part importante de leur population. En l'an 2000, il faudrait trouver dans chacune de ces cellules urbaines un plus grand nombre d'emplois, de sorte que le mouvement des populations vers le centre de la région s'en trouve freiné. Dans chacune de ces cellules, le développement de l'économie et la croissance de la population seront ordonnés en tenant compte du centre de la région. Les cellules urbaines varieront en taille et en importance. Les plus petites auront une population de 20 000 habitants. Et finalement, à la périphérie de la région montréalaise, on trouverait des villes satellites, Joliette, Sorel, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean, Valleyfield et La Chute. De 30 000 habitants qu'elle compte aujourd'hui, chacune de ces villes atteindrait, avec son bassin de desserte, une population de 125 à 300 000 personnes. Noyaux, cellules urbaines, villes satellites, voilà un portrait de la région passablement différent de celui que fournissent les quelques 300 municipalités existantes. La cellule urbaine pourrait être constituée d'une ou de plusieurs municipalités ou d'une partie de l'une d'elles. Mais même si un regroupement des municipalités découlait des suggestions mises de l'avant par un plan d'aménagement, il n'est pas du ressort du plan de prôner pareille politique. L'autonomie municipale n'est d'ailleurs pas incompatible avec l'aménagement d'une région. Mais la cellule urbaine ne serait pas d'abord une entité administrative, une municipalité. Dans chacune, il y aurait un foyer où seraient regroupés établissements commerciaux, bibliothèques, cinémas, parcs, administrations, églises et édifices à logement. Autour de ce foyer viendraient se greffer les habitations. Les usines seraient localisées à la périphérie. La réalisation de ces projets nécessiterait une sorte de révolution. Un simple coup d'œil sur l'île Jésus permet de constater à quel point les activités communautaires sont dispersées. Le regroupement des maisons de commerce, des écoles, des églises modifierait grandement la situation. Il en est de même sur la rive sud. À Valleyfield et à Saint-Hyacinthe, cependant, les activités communautaires commencent à se regrouper au centre de la ville. C'est là l'évolution normale des villes hors de la zone d'influence immédiate des grandes métropoles. Mais à l'intérieur de la zone d'influence de Montréal, le regroupement des activités ne s'effectuera pas ainsi de façon naturelle. Il y faudra l'intervention